Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres aussi, et bienvenue sur La Taloche, la chaîne du catch qui claque. Aujourd'hui, je vais parler d'AEW Revolution 2021. Je vais en parler de façon assez complète parce que j'ai regardé le show en entier et je l'ai plutôt bien apprécié dans son intégralité. Donc, je vais bien sûr revenir match par match sur ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu parce que le pay-per-view n'est pas non plus parfait. Je vais essayer d'en parler de la manière la plus simple possible et surtout la plus accessible possible pour tous et pas forcément pour nous, sans doute vous qui écoutez également, fans de catch. Je vais essayer d'en parler pour que tout le monde, même ceux qui ne sont pas fans, puissent s'y retrouver, tout simplement parce que voilà, j'ai un ami, coucou à toi, tu te reconnaîtras sans doute, Monsieur le Reaper, qui n'est pas forcément fan de catch, qui connaît quelques trucs, mais qui connaît pas forcément tout, donc je vais essayer d'en parler de manière à ce que tout le monde puisse comprendre ce que je dis, et pourquoi pas même, éventuellement, après cette critique, des gens continueront peut-être à regarder le produit ou s'intéresseront au produit, et voilà, ce sera peut-être un bon point de départ pour des potentiellement futurs fans de catch. On ne ferme pas de porte, nous, dans le monde du catch, on essaie d'en ouvrir de partout, surtout du côté d'AEW. Je vais commencer cette critique avec le buy-in. Donc le buy-in, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne le regardent pas, c'est ce qui prépare le show. Voilà, c'est ce qui est diffusé normalement gratuitement sur les plateformes qu'on connaît, hein, YouTube et autres. Donc c'est généralement un match et puis les présentations de ce qui va se passer dans la soirée pour un petit peu, voilà, dire aux gens, n'hésitez pas à acheter notre show qui se déroule après, qui est normalement payant, je le rappelle. N'hésitez pas à acheter notre show, c'est un petit peu une preview, mais qui se passe juste avant, donc on met aussi en forme le public qu'il y a, parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de gens dans cette salle de AEW. Et voilà, on prépare un petit peu ce qui va se passer ensuite. On a eu du coup un match par équipe dans ce buy-in. Britt Baker, DMD, la doctoresse, on pourrait dire doctoresse, oui ça se dit bien sûr, accompagnée de Maki Ito qui remplace Reba qui est la partenaire de Britt Baker. Du coup, devait faire équipe pour ce match-là, mais du coup, c'est Maki Ito qui l'a remplacé, la japonaise. Du coup, c'est son premier match sur le territoire d'AEW, même si elle a participé au tournoi qui a eu lieu ces dernières semaines pour désigner la prochaine challengeuse numéro 1 pour le titre féminin, et on verra d'ailleurs plus tard dans la soirée, le match a eu lieu avec celle qui a gagné ce tournoi. Donc Maki Ito, très très bon personnage. Je pense que les gens qui connaissent un petit peu le Joshi Pro Wrestling, donc le catch féminin japonais, la connaissent. C'est quelqu'un qui est plutôt connu et qui commence à être un petit peu reconnu de partout, un personnage assez loufoque, on va dire. Voilà, c'est un personnage assez marrant et en même temps un personnage qui est assez cool, provoquant, donc ça fonctionne toujours super bien. Et voilà, avec ses doigts d'honneur qu'elle fait de partout. Voilà, on dirait un petit peu une Lolita, mais une Lolita badass, quoi. Donc ça fonctionne très bien. Et du coup, elles s'affrontaient toutes les deux Rio, l'ancienne et la première d'ailleurs championne de l'AEW, la championne féminine de l'AEW, qui est elle accompagnée de Thunder Rosa, qui est l'ancienne championne NWA, qui est une autre promotion. Et du coup, elle était l'ancienne championne de cette promotion-là. Elle a perdu son titre contre Serena Deeb, qui est du coup l'actuelle championne NWA, qui est malheureusement blessée, mais qui est assez récurrente elle aussi du côté d'AEW. Donc du coup voilà, dans ce match par équipe 2 contre 2, c'était un match, pour le coup je m'attendais pas forcément à grand chose, parce que la division féminine, pour ceux qui ne le savent pas non plus, la division féminine de AEW n'est pas forcément la meilleure. Voilà, elle n'est pas forcément très bien traitée. Ils essayent des choses depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, voire un an et demi presque maintenant, mais rien ne fonctionne. Et malheureusement, à chaque fois on perd de l'intérêt autour de cette division féminine, mais on commence un petit peu à avoir des bases qui commencent à être plutôt bonnes. Donc du coup ce match, pour moi en tout cas, était une très bonne surprise, j'ai envie de dire. Voilà, je m'attendais à rien, mais j'ai quand même apprécié la chose. Je vous dirai pas du tout le temps des combats durant cette vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas le temps des matchs, et faut avouer que c'est pas forcément ça qui nous intéresse non plus, hein. Il y a des matchs qui sont plus ou moins longs, mais quand on s'attaque à un pay-per-view, il faut savoir que la plupart des matchs sont quand même assez longs. Généralement c'est entre 15 jusqu'à pratiquement 30 minutes. C'est pour ça que d'ailleurs les pay-per-view c'est des gros shows qui sont diffusés beaucoup moins rarement que les shows hebdomadaires. Mais voilà, donc du coup le match était quand même très très bon, ça met bien en jambes. On instaure quand même quelques noms de la division féminine qui fonctionnent très bien du côté de Blue AEW. Britt Baker qui renforce encore une fois son personnage heel, toujours accompagné de Reba. Ils essayent de faire de la triche durant ce combat. Ça a très bien joué. Rio, qui moi j'ai du mal avec Rio. Je trouve pas forcément que ça soit une bonne catcheuse. Je trouve qu'elle vend pas du tout bien les prises. On n'y croit pas, voilà. À chaque fois qu'elle se prend une prise, je trouve qu'on n'y croit pas.
Thunder Rosa, je l'apprécie beaucoup, beaucoup, parce que j'ai été très très surpris de l'avoir du côté de NWA Power, à l'époque, le show de NWA, qui va d'ailleurs bientôt revenir, apparemment. Mais voilà, j'étais pas forcément non plus emballé, mais ça a très bien fonctionné. Et Maki Ito, c'était, on va dire, une réelle découverte pour moi, même si j'avais vu quelques extraits d'elle par-ci par-là, surtout sur les réseaux sociaux. C'était en tout cas une découverte que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appréciée. Et force est de constater qu'elle a un charisme assez incroyable. Voilà, elle transcende en fait sa présence, qu'elle soit sur le ring ou sur le bord du ring en attendant le changement pour rentrer sur le combat. Elle est toujours dynamique, elle est intense, elle fonctionne bien avec la foule. Ça, c'est surtout ce dont j'avais peur, c'est qu'elle fonctionne pas forcément très très bien avec la foule, surtout la foule américaine, qui est très très différente de la foule japonaise, il faut le savoir. Mais voilà, ça a très très bien fonctionné. Le coup de ses coups de boule fonctionne très très bien. Elle provoque la foule avec ses doigts d'honneur, ça fonctionne très très bien. Donc je suis très très content. C'est une victoire des heels, des méchantes, Britt Baker et Maki Ito. Bien sûr, Britt Baker en a un petit peu profité de Reba, qui est son accompagnatrice, qui était faussement blessée pour cet affrontement. C'est pour ça qu'elle a été changée au dernier moment. Mais en fait, elle n'était pas vraiment blessée, c'était pour prendre l'avantage. Et forcément, du coup, ça réussit à faire la différence. Et du coup, Britt Baker et Maki Ito remportent la victoire. C'était un match quand même qui était très sympathique et en tout cas un bon show de buy-in ou de pré-show. Donc pour mettre en jambe la suite, c'était quand même très très cool. On s'attaque au show principal, le main show. On commence avec l'hommage pour Jim Crockett, qui est une légende du catch qui a créé, on peut dire, les territoires tels qu'on le connaît maintenant du côté du catch américain, du catch nord-américain en tout cas, qui est une énorme légende du catch. Et du coup, c'était très très sympathique d'avoir un hommage à lui, et qu'apparemment le show lui était également dédié. C'était très très sympa. Voilà, ça mange pas de pain, mais c'est quand même important de vivre avec l'histoire du catch, qu'elle soit faite de haut et de bas, mais Jim Crockett fait partie pour moi du haut du catch tel qu'on le connaît actuellement aujourd'hui. Le premier combat, c'était le combat pour les titres par équipe. WWE, c'était les Young Bucks, Matt et Nick Jackson, qui sont les champions, défendaient leur ceinture contre le Inner Circle. Inner Circle qui est un groupe quand même de plusieurs personnes, mais cette fois-ci c'était Chris Jericho et MJF, de son vrai nom Maxwell Jacob Friedman. Vous doutez bien qu'avec ce nom-là, quelqu'un de la noblesse, bien sûr, et il en joue très bien, qui est accompagné du garde du corps de MJF d'ailleurs, c'était Wardlow. Voilà, une bonne association entre Chris Jericho et MJF, qui à la base était, on va dire, voilà, c'est un peu des personnes forgées dans le même moule. Hein. C'est un peu des mecs arrogants qui s'aiment beaucoup et qui ont envie de se mettre en avant. Et je rappelle d'ailleurs dans la rivalité, à la base ils pouvaient pas du tout se blairer, mais finalement ils ont réussi à trouver un commun accord. Et du coup, MJF a rejoint, avec Wardlow bien sûr, a rejoint l'Inner Circle. Et du coup, il commence à prendre de plus en plus d'importance dans le Inner Circle, jusqu'à ce que d'ailleurs, Sammy Guevara, qui est quand même là depuis le début du groupe, hein, le Inner Circle avec Chris Jericho, a décidé de quitter le groupe parce qu'il s'entendait pas du tout avec MJF. Donc on se doute bien que toute cette rivalité, ou en tout cas tout ce qui se passe avec MJF autour du Inner Circle, c'est pour le faire imploser de l'intérieur, peut-être pas volontairement, mais à cause de son ego surdimensionné. On va voir les prochaines semaines ce qui va se passer, mais en tout cas, ça a l'air d'être un programme en tout cas qui m'intéresse. Les Young Bucks, je ne les présente pas forcément, les créateurs hein, de AEW de la même promotion, catcheurs maintenant reconnus dans le monde entier, et du coup ils sont désormais champions du monde dans leur propre promotion, mais qui font quand même du très très bon travail, il faut le noter. Voilà, donc c'est quand même le top du top. Hein. Les Young Bucks du coup contre le Inner Circle, c'était un super match, un super match. Ils ont réussi dans cette confrontation à pallier au fait que Chris Jericho a quand même plus de 50 ans maintenant, il faut quand même l'avouer. Pour les plus anciens peut-être qui redébarquent, Chris Jericho quand même c'est un ancien du catch, hein, une légende du catch. Même si, je cautionne, attention, je cautionne pas du tout ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous laisse vous faire la découverte par vous-même, hein, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, Chris Jericho sur un ring et dans un show de catch même, c'est très très cool, c'est très très bon. Le mec, ça se voit qu'il maîtrise son art de bout en bout, et pour le coup, il en profite pour mettre en même temps MJF en avant, du coup, qui est un petit peu la relève. Hein. Je rappelle qu'il a 25 ans, maintenant peut-être 26 désormais, MJF, donc c'est quand même un très très jeune catcheur. Les Young Bucks qui sont le pilier, voilà, le pilier d'AEW, les deux piliers d'AEW, et surtout le pilier de la division par équipe, hein, ça faut le noter quand même.
Mais voilà, c'était un très très bon match, ça s'est très bien enchaîné. Ils ont réussi du coup à pallier au fait que Chris Jericho soit assez âgé et bouge forcément pas aussi bien qu'avant, en dynamisant eux-mêmes le combat. Hein. Les Young Bucks ont fait quand même beaucoup de voltige, ça a très bien fonctionné. Chris Jericho et MJF qui ont réussi à jouer les mecs arrogants, les méchants, les bad guys d'une très très belle façon. Wardlow qui est intervenu bien sûr, et il fallait à l'extérieur dans le dos de l'arbitre pour un petit peu prendre l'avantage pour les Inner Circle. C'était très très bien foutu, c'est un match super bon. C'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends d'un match bon avec les 4 mecs qui sont présents sur le ring. C'est super cool. Wardlow, j'ai hâte de voir un peu plus quand même pour lui en solo. On sait très bien que c'est un gros projet, que le mec est méga charismatique, que c'est quand même un mec assez costaud, il faut l'avouer. Mais j'ai hâte de voir la suite pour lui en solo. Pour l'instant, ça a l'air de pas être l'objectif pour le coup, mais en tout cas, on le garde toujours sous la manche au cas où la suite se passe mieux pour lui. Mais voilà, c'est une victoire des Young Bucks, je ne l'ai pas noté directement, mais c'est une victoire des Young Bucks à noter. C'est peut-être un petit détail, hein, mais c'est quand même pour moi très important. C'est Chris Jericho qui prend le tombé final sur un Meltzer Driver. On protège quand même MJF, d'ailleurs la fin était super cool, hein, MJF qui se prend plein de super kicks, jusqu'à d'ailleurs en cracher, littéralement, il bavait. Et ça c'est super cool, c'est genre de petits trucs un peu bêtes qui est super bien vendu pour le coup. Et bah MJF il gère quoi, il gère ce qu'il fait, donc rien à dire de plus. Franchement franchement bravo aux 4 compétiteurs. J'ai hâte de voir la suite autour de ces ceintures, autour du Inner Circle surtout, j'en ai un petit peu parlé en début de match, mais c'était super cool, il y a eu des contres aussi super cool pour Chris Jericho. Vraiment, si vous aimez le catch dynamique, où il y a une logique, on comprend tout de suite qui sont les méchants, qui sont les gentils. Je pense que c'est un bon match d'ouverture, et surtout c'est un bon match d'ailleurs tout court, donc ça fait vraiment plaisir de commencer comme ça la soirée. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, ça va être du cool pour la suite, alors que je suis pas forcément le plus grand fan des Young Bucks, hein, mais voilà, c'est quand même à noter, c'était un très très bon match. Je mets pas de notes, parce que je suis quelqu'un qui ne met pas de notes, j'arrive pas à mettre des notes comme vous, voilà, j'arrive pas à mettre des notes, mais honnêtement, je vais sans doute faire l'effort au fur et à mesure. Là, je me suis pas du tout préparé, donc je suis en train de totalement improviser. Mais si je devais noter, je préfère noter sur 10. Donc si je notais sur 10, franchement, je donnerais un bon 8. Un bon 8, c'est du solide, c'est du très très solide et très très cool. Voilà. Le prochain match, c'est le match Casino. Alors, Casino Tag Team Battle Royale. Oula, c'est compliqué leur intitulé hein, du côté d'AW. En gros, pour récapituler un petit peu ce que ça veut dire, tous ces mots, c'est un Royal Rumble avec des équipes. Donc en gros, on a 2 équipes qui commencent la chose. Pour ceux qui connaissent le Royal Rumble, vous voyez totalement de quoi je parle. Et pour ceux qui ne voient pas, je continue d'expliquer. Donc du coup, c'est 2 équipes, donc du coup 4 catcheurs qui commencent le match. Et toutes les minutes 30, donc 1 minute 30, une nouvelle équipe arrive. Et le but, bien sûr, c'est de faire passer l'équipe, donc les 2 membres, pour le coup c'est pas un seul, les 2 membres de l'équipe, il faut qu'ils passent par-dessus la 3ème corde et que leurs pieds touchent le sol à l'extérieur pour être éliminés, et du coup c'est les derniers qui sont sur le ring qui remportent la victoire. Stipulation assez simple, on pourrait croire que c'est compliqué comme ça, mais pas du tout, et c'était aussi, encore une fois, un très très bon match. J'avais un petit peu peur que ça parte réellement dans tout et n'importe quoi avec autant d'équipes, que ça s'enchaîne pas bien, qu'on ait des moments d'approximation, et ça a été un petit peu le cas, mais pas tant que ça. D'ailleurs, l'approximation est venue d'un catcheur sur lequel je pouvais pas forcément miser, c'est Dustin Rhodes qui est le grand frère de Cody, le créateur de AEW, et du coup Dustin Rhodes qui a il a plus de 50 ans maintenant, hein. C'est une grosse carrière, il me semble qu'il a catché depuis 4 décennies, hein. C'est ça la promotion qu'il faisait, c'est 4 décennies. Donc voilà, Dustin Rhodes qui à certains moments était un petit peu en panique, notamment à l'arrivée de Santana et Ortiz, quand ils doivent faire leur enchaînement sur Allen Angel, pardon, le membre du Dark Order, le numéro 5 du Dark Order. Et du coup, on a Dustin Rhodes qui devait attaquer, mais il sait pas trop quoi faire, du coup il les regarde. Ça, c'était un peu n'importe quoi. Et du coup, je trouvais ça dommage que ça vienne de lui, qui est quand même un mec avec beaucoup d'expérience. Mais voilà, sinon le match en lui-même, il s'est vraiment super bien déroulé. Les mecs ont super bien enchaîné. Les équipes aussi étaient très bien choisies pour qu'on ait différents styles qui soient sur le ring, qui s'opposent. Et surtout, la chose qui est sans doute voulue de la part de AEW, c'est qu'on a le compteur d'une minute 30 qui est présent. Donc on voit qu'il se passe vraiment 1 minute 30 entre chaque entrée
Ce qui n'est pas forcément le cas du côté de WWE, hein. Pour ceux qui le savent, du côté de Royal Rumble, bon, on fait venir les mecs un petit peu quand on veut pour faire croire que c'est au bout d'un certain temps, mais pas forcément. Alors que là, c'était réellement du coup au bout d'une minute 30, donc c'est une bonne initiative, c'est le genre d'initiative que j'apprécie beaucoup de la part de AEW. Et voilà, sinon le match était vraiment super bon, comme je l'ai déjà dit. Vraiment, je vous invite à aller voir le match, tout simplement. Si vous aimez le catch par équipe aussi, si vous aimez les Royal Rumble, je sais que les Royal Rumble, c'est quand même une stipulation de catch qui est quand même très très bien appréciée. On a un bruit de moto, bien sûr, c'est parce que les gens vivent dehors et que j'enregistre l'après-midi, donc forcément il y a du bruit. Mais voilà, en gros, c'est un très très bon match. La fin, vraiment, la fin m'a donné à la fin de tout ce qui est affrontement final, donc avec également l'affrontement entre Rey Fenix et Jungle Boy, parce que les deux compétiteurs étaient restés à la fin. On a eu un très très bon échange entre les deux qui a fait gagner Rey Fenix à la fin en faisant partir Jungle Boy au dernier moment. C'était très très cool. Et en fait, la fin m'a donné envie. Je me suis dit, putain, c'est pour ça que j'ai envie de voir AEW. C'est complètement con, hein, vous me direz, mais j'ai envie de voir des affrontements inédits, du catch dynamique, des histoires qu'on nous raconte. Et c'est des trucs simples comme ça, mais que parfois la AEW, ils se perdent un petit peu dans ça. J'avais fait une critique d'ailleurs sur Twitter, où je parlais un petit peu de ce que j'aimais pas chez la AEW. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à ce thread, donc à tous ces tweets qui s'enchaînaient où je parlais de ça. Mais en vrai, j'expliquais d'ailleurs à la fin de ces tweets, que je suis quand même un fan d'AEW. J'apprécie ce qu'ils veulent faire, j'apprécie ce qu'ils veulent proposer, j'apprécie les catcheurs qui sont présents aussi, j'apprécie ce qu'ils essayent de faire. C'est juste que des fois ils le font très mal, et j'ai l'impression que des fois ils se perdent totalement dans ce qu'ils veulent raconter. Et du coup on se dit, bah c'est dommage en fait, c'est dommage. Mais là pour le coup, le show, je vais en parler à la fin dans la critique générale. Mais ce show m'a beaucoup plu. Pour en revenir au combat lui-même, le Casino Tag Team Battle Royale était très très bon. Voilà, ça s'est super bien enchaîné. Il y a eu 2-3 cafouillages, mais c'était super cool. Il y a eu également une découverte pour moi, c'est les Beer Country, qui est une équipe que j'ai dû vu du côté d'AEW Dark, hein, le show qui est disponible sur YouTube toutes les semaines. Mais pour le coup, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu parce que les deux ont l'air quand même d'être super intéressants. Voilà, donc j'ai hâte de voir la suite pour les deux parce que pour le coup, ça a l'air vraiment très très cool. Voilà, donc victoire de Rey Fenix qui était lui accompagné cette fois-ci de Pac et pas de son frère Pentagon Junior qui lui sera occupé un peu plus tard dans la soirée. Donc du coup, Pac et Rey Fenix qui représentent du coup le Triangle de la Muerte remportent une opportunité pour affronter les champions par équipe. Donc les Young Bucks toujours, je le rappelle, on a vu le match juste avant. Et du coup, on va avoir un Pac et Rey Fenix contre les Young Bucks et ça, vraiment pour le coup, j'ai très très hâte de voir. Parce qu'encore une fois, les 4 catcheurs sont super cool. Vraiment, vraiment, le point fort d'AEW, pour le coup, c'est la division par équipe qui est énormissime et qui envoie du rêve. Clairement, ils envoient du rêve. Franchement, moi, si j'étais une autre promotion, j'aurais quand même honte hein, de présenter des divisions par équipe aussi catastrophiques quand tu vois la celle de AEW. C'est assez scandaleux. Voilà, on voit l'ancien Big Show. Pour ceux qui suivaient la WWE, vous voyez de qui je parle. Alors, l'un des catcheurs les plus grands et les plus énormes du monde du catch qui vient de signer du coup du côté d'AEW, maintenant avec son vrai nom Paul White, je sais pas comment vous dites, mais voilà, moi je dis Paul White, qui du coup a annoncé, voilà, parce qu'il vient juste de signer, il me semble que c'était il y a une semaine et demie, à peu près 2 semaines maintenant, qu'il a signé du côté d'AEW, et il avait annoncé qu'il allait arriver avec une grande arrivée, un grand début d'un catcheur, ou en tout cas d'une star, qui est de l'élite. Voilà, il est vraiment type Hall of Fame. Voilà, le mec peut être Hall of Fame facilement. Donc du coup, c'était forcément le gros truc qu'on voulait annoncer durant cette soirée, donc on en reviendra sur ça plus tard. Le prochain combat, c'est pour moi peut-être je vais pas dire le point noir, mais l'aspect négatif de ce show. C'est tout ce qu'on a eu avec la division par équipe, pas par équipe, pardon, la division féminine tout court. C'est Hikaru Shida, la championne AEW, qui défend sa ceinture contre Ryo Mizunami. Peut-être que je le prononce mal, mais voilà, c'est Ryo Mizunami qui du coup, elle a remporté le tournoi. Je vous en avais parlé un petit peu plus tôt sur le buy-in du show. Ryo Mizunami qui avait remporté le tournoi pour devenir la challengeuse numéro 1 pour le titre d'Hikaru Shida. Donc du coup on a l'affrontement lors de ce pay-per-view et forcément je dois vous avouer que je n'ai pas apprécié plus que ça le show. Hikaru Shida, c'est une catcheuse que je trouve très très cool sur un ring.
En tout cas, je la trouve pas très très cool, mais je la trouve très très correcte. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que je la trouve très très correcte. Ryo Mizunami, malheureusement, j'ai aucune hype pour elle. Je suis désolé pour pour elle, mais vraiment, elle m'a pas du tout donné envie de voir ce show. Et en tout cas, elle m'a pas donné du tout envie de voir ce match. Et voilà, donc Hikaru Shida qui remporte cette victoire, c'est pas forcément une surprise, hein, on se doutait vraiment que Ryo Mizunami allait pas remporter cette ceinture, étant donné qu'elle n'est pas signée AEW, donc ça aurait été un petit peu bizarre. Mais voilà, Hikaru Shida qui a fait une bonne performance, qui a placé ses finishes, mais c'est pas passé. Et surtout, ce match-là, j'ai envie de dire, c'était surtout pour instaurer la nouvelle finisher. C'est peut-être un petit peu bizarre, hein, dit comme ça, mais surtout pour instaurer la nouvelle finisher d'Hikaru Shida, qui est une sorte de spinning Trouble in Paradise. Voilà, en gros, c'est un coup de pied de karaté retourné directement dans la tête, qui, je trouve, ne rend pas forcément très très bien. Voilà, je me suis dit, ok, bizarre. Et voilà, donc bon, on va voir la suite sur Hikaru Shida, mais il faut qu'on commence voilà, à avoir quelque chose de réellement impactant. Peut-être qu'il faut avoir une catcheuse avec un nom qui fasse la différence pour qu'on commence vraiment à se dire, allez, il faut commencer à faire quelque chose du côté de cette division féminine, parce que, bah, ne serait-ce que, enfin, il faut constater qu'elle stagne assez, même si, après ce match et après cette victoire d'Hikaru Shida, on a eu l'intervention de Nyla Rose, qui est elle accompagnée de Vicky Hero, c'est sa manageuse, je le rappelle, qui est venue pour attaquer directement Ryo Mizunami alors qu'elle a perdu, j'ai pas trop compris pourquoi. Et ensuite on a Britt Baker, Rebea et Maki Ito, qui du coup étaient présentes plus tôt dans la soirée, qui viennent également pour frapper Hikaru Shida. Donc du coup les deux catcheuses seront mises à terre. Et Thunder Rosa vient sauver la championne et du coup son adversaire de ce soir, pour un petit peu faire fuir les méchantes. Donc forcément à ce moment-là on se dit bon, il prépare déjà le prochain show hebdomadaire en annonçant le combat qu'il va y avoir. Donc on va être sur un 3 contre 3. Ça a été annoncé un petit peu plus tard dans la soirée, un 3 contre 3 entre Hikaru Shida, Ryo Mizunami et Thunder Rosa, qui sont du coup les gentils, contre Nyla Rose, Britt Baker et Maki Ito, qui sont elles du coup les méchantes, un 3 contre 3 qui va quand même être très sympathique, même si je trouve pas forcément que ce soit le bon moment pour annoncer ce genre de combat, et surtout pour le show Dynamite, parce que là on est un peu pay-per-view quand même, donc c'est un peu bizarre je trouve de donner envie de regarder le show hebdomadaire alors qu'on est dans un show payant. Voilà, c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas, ça commence à se faire de plus en plus, hein, d'ailleurs dans le monde du catch, mais moi je trouve ça quand même toujours assez bizarre. On a eu un match qui, je sais, beaucoup ont dit qu'il n'était pas forcément, qu'il n'était pas forcément impératif d'avoir durant ce pay-per-view, mais que moi j'ai trouvé très très cool, et ce genre de show, de match en tout cas de moyenne carte qui donne envie. En tout cas qui est de très bonne facture, donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. C'est Kip Sabian, accompagné de sa femme, de sa fiancée Penelope Ford, qui sont les méchants, accompagné de Miro, l'ancien Rusev du côté de WWE, qui affrontent du coup Chuck Taylor et Orange Cassidy, qui sont eux les best friends, on pourrait dire, même s'il manque Trent Barretta dans ce délire. Mais voilà, en gros, pour récapituler l'histoire, Miro s'est fait un plaisir de faire en sorte que Chuck Taylor soit un petit peu son larbin, son homme à tout faire, son bouffon, le bouffon du roi. Et du coup, forcément, voilà, on est un petit peu sur des histoires de harcèlement. En gros, voilà, Chuck Taylor qui avait servi pendant le mariage de Kip Sabian et Penelope Ford, qui date d'il y a quelques semaines maintenant. Et du coup, voilà, on était un peu sur cette histoire-là. Chuck Taylor qui s'est rebellé, Orange Cassidy qui est le pote de Chuck Taylor qui est venu un petit peu sauver le truc. Donc c'était un match par équipe qui était quand même de très bonne facture. Je vais pas forcément m'arrêter plus sur ce match-là, parce que c'est pas non plus l'une des histoires qui intéresse le plus les gens, même si je trouve que c'est une très très bonne histoire qui a sa place dans ce pay-per-view. Mais voilà, c'est une victoire de Kip Sabian et de Miro sur Chuck Taylor et Orange Cassidy, après que Miro ait fait abandonner Chuck Taylor. À noter d'ailleurs que la petite subtilité de ce match-là, qui continue à faire avancer l'histoire, c'est le fait que, malheureusement, il l'a pas fait exprès, mais Miro a foncé dans Penelope Ford. Il me semble que c'est ça le délire, en fait. C'est Penelope Ford, pardon, je vais y arriver. Du coup, c'est pris quelqu'un dans la tête. Kip Sabian est venu à l'extérieur pour aider sa femme, mais Miro il a dit je m'en bats les couilles, il est venu le récupérer pour faire le changement et venir sur le ring défoncer Chuck Taylor pour remporter la victoire. Donc voilà, on est un peu sur une histoire où Miro commence à être soit obnubilé par la victoire à tout prix,
soit clairement le mec s'en fout de ses amis, parce que je rappelle que Miro dans l'histoire est le témoin de Kip Sabian au mariage, donc c'est quand même censé être quelqu'un de très proche. Mais du coup voilà, dans l'histoire c'est ça, c'est Miro qui s'en fout de l'état Penelope Ford pour quand même remporter la victoire. Donc je pense qu'on va continuer cette histoire, et j'espère que ce sera fait peut-être pas de manière subtile, mais fait en sorte qu'on commence à se poser des questions et que l'histoire peut-être nous intéresse un petit peu plus. Mais voilà, grosse victoire en tout cas de Miro, qui d'ailleurs avec cette belle tenue qu'il a ce soir, ce qui n'est pas le cas tous les soirs, voilà, donne envie, on se dit, ok, Big Man, le mec fait quand même un bon taf, hein, vraiment on a envie de voir la suite. Donc voilà. Le match suivant, c'était un match Big Money match. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, cette stipulation? Personne ne sait ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est un match normal entre Adam Eggman Page et Matt Hardy. Matt Hardy, peut-être que vous connaissez de nom pour ceux qui suivent pas forcément AEW, gros nom, qui du coup est désormais méchant du côté de AEW, qui est le mec rempli de fric, parce que voilà, le mec a les moyens de se payer qui il veut et quand il veut. Donc du coup voilà, il a voulu un petit peu soudoyer Eggman Page, mais Eggman Page il a pas trop voulu. Donc du coup Matt Hardy il a dit ok bah défoncez-le, avec ses moyens colossaux il a pu se faire défoncer comme il veut. Sauf que dans l'histoire, avant que Matt Hardy vienne un petit peu lécher les bottes d'Eggman Page, le Dark Order avait essayé déjà de le faire. Et donc du coup dans l'histoire le Dark Order sont les vrais potes, donc ils viennent quand même aider Eggman Page, et Matt Hardy c'était juste un profiteur qui paye les gens pour essayer d'être avec lui. Voilà, Eggman Page contre Matt Hardy, c'était un match qui était quand même très très correct. Même si Matt Hardy n'est plus du tout dans une forme bonne, hein, il a 45 ans il me semble maintenant Matt Hardy, et après toutes ses blessures, forcément on n'est pas en état de faire quelque chose d'incroyable. Mais le combat était quand même très très correct, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y avait un petit peu toute cette histoire autour aussi qui rajoute forcément de l'intérêt sur la chose. Donc à ce moment-là, j'étais pas forcément focalisé que sur la performance sur le ring directement. Mais en tout cas, c'était un match très très correct. Bien sûr, à la fin, on a eu des gens payés par Matt Hardy qui sont essayés d'intervenir, et le Dark Order qui sont venus aider Eggman Page. Eggman Page qui a failli tomber à l'extérieur, mais le Dark Order est venu pour le récupérer, voilà, un petit peu comme quand on saute dans la foule dans les concerts, et du coup il l'a remis sur le bord du ring. Eggman Page du coup a pu en profiter pour porter sa finisher, le Buckshot Lariat, donc un salto avant par-dessus les cordes, ensuite enchaîné avec un gros coup de la corde à linge directement sur Matt Hardy pour remporter la victoire. Bravo pour ce match, parce que sincèrement, je pensais réellement que ça allait être plus catastrophique que ça. Et ça l'a pas été. Ça l'a pas été, donc je suis très très content. Je me dis, putain, on l'a échappé belle. Mais voilà, on continue l'histoire entre Eggman Page et le Dark Order, tout simplement parce que déjà, le Dark Order est venu aider Eggman Page, mais surtout parce qu'après le match, Eggman Page est venu faire un câlin. Voilà, il est venu faire un câlin à tout le Dark Order. Donc est-ce que ça veut dire qu'officiellement Eggman Page rejoint le Dark Order? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Mais en tout cas, on avance l'histoire, et du coup, on confirme que le Dark Order est venu d'un commun accord avec Eggman Page pour l'aider, non pas pour profiter de lui. Et je trouve ça très cool. Très cool. Le traitement du Dark Order ces derniers temps est vraiment très très bon. Et forcément, indirectement, suite au décès de Monsieur Brody Lee, au décès réel, hein, je parle pas du tout de son histoire, mais au réel décès de Monsieur Brody Lee, qui était le leader du Dark Order, forcément, on a de la sympathie pour ce groupe-là. Et ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas essayé de soit trop forcer sur le fait qu'on soit en empathie avec eux, et pas non plus essayer d'en profiter pour créer quelque chose de glauque. Mais voilà, en tout cas maintenant, le Dark Order est officiellement face, c'est officiellement des gentils, et Eggman Page confirme la chose en leur faisant un câlin derrière, donc on confirme quand même que tout ce beau monde s'entend très bien. Voilà, d'ailleurs, à noter le petit truc assez anecdotique, mais que je trouvais très très marrant, c'est tout simplement que après, parce que bien sûr Eggman Page adore boire des bières, donc du coup il lui donne des bières, et on a Colt Cabana, qui est aussi un membre du Dark Order, mais qui est pour le coup lui, c'est vraiment un gentil qui a rejoint le groupe qui à la base était méchant, mais qui comprend pas pourquoi ils sont méchants, parce qu'il voit pas les choses que faisait méchant, en fait, à chaque fois il était pas là. Donc du coup Dark Order, enfin en tout cas Colt Cabana, qui essaye de boire la bière, et on a Ryan Reynolds, il me semble que c'est ça son nom. Alex Reynolds, pardon, Ryan Reynolds c'est l'acteur. Alex Reynolds qui prend la canette de bière des mains de Colt Cabana et qui dit non, toi tu bois pas.
Et je trouvais ça très très cool parce que voilà, c'est un petit détail qui renforce encore plus le côté Colt Cabana, c'est le gentil qui est dans le groupe un petit peu badass, mais il est vraiment niais quoi. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le prochain match, c'est d'ailleurs comme les derniers matchs, hein, tous les derniers matchs, c'est un match que j'ai adoré. C'était le match de l'échelle pour déterminer le prochain challenger au titre TNT, le titre intermédiaire, le championnat intermédiaire même on pourrait dire, du côté d'AEW. Du coup c'était un match de l'échelle avec 6 compétiteurs. Le premier c'était Scorpio Sky, le membre du groupe SCU qui est désormais en solo, même s'il est toujours pote avec les membres du SCU, il n'y a pas de mauvais bail. Cody Rhodes, bien sûr, toujours le gérant, le dieu, Jésus, Jésus, qui vient encore faire maintenant, voilà, chemin de croix, chemin de fer, chemin d'échelle maintenant. Voilà, on a eu Lance Archer, bien sûr, le monstre, le Murder Hawk Monster, toujours très très agressif du haut de ses 2 mètres. Voilà, Max Caster, qui pour le coup lui a un projet AEW qui vous allez voir dans ce match-là est quand même un projet très très intéressant. Donc le mec qui vient en rappant, il rappe d'ailleurs très très bien. Ça c'est cool, hein. À des moments à l'époque John Cena, parce qu'on fait forcément le parallèle avec John Cena à l'époque où il a commencé à se faire connaître en tant que rappeur. On fait forcément le parallèle, mais je trouve qu'il est moins gênant que John Cena à l'époque, qui était pour le coup je trouve très gênant tout simplement. Voilà, donc Max Caster qui quand même, mine de rien, est quand même un sacré beau bébé. Hein. Je sais pas du tout quelle taille il fait, mais on est sur des bails d'1m80 et quelques, hein, quand même sur le mec, donc voilà, déjà quand même de la prestance. Voilà, Pentagon Junior qui faisait son retour du coup de blessure, le coéquipier et le frère de Rey Fenix et du coup de Pac indirectement, qui eux ont gagné l'opportunité pour les ceintures par équipe, plutôt dans la soirée bien sûr, si vous avez suivi la critique vous savez de quoi je parle. Voilà, et du coup le dernier membre, parce que vous pouvez me dire mais attends, t'en as dit que 5, bien sûr le 6ème c'était un mystère, on savait pas qui c'était à ce moment-là, et c'est Ethan Page. Vous allez dire comment ça Ethan Page, mais il n'y avait pas déjà Eggman Page avant? Oui, mais ils sont pas frères, ils sont pas de la même famille d'ailleurs, c'est juste qu'ils ont le même nom de famille. Et Ethan Page c'était un ancien du côté de Impact, un ancien champion par équipe d'Impact, une autre promotion hein, qui est assez importante aux États-Unis, il faut quand même le dire. Un ancien aussi catcheur indépendant, qui a fait des beaux jours hein, du circuit indépendant, qui est très très charismatique. Beau bébé lui aussi, hein, d'ailleurs, il me semble qu'il fait 1m85, 1m87 et quelques, pour 120 kg et quelques. C'est vrai que c'est les dernières années où on avait vu Ethan Page, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi son histoire ou son parcours du côté d'Impact en équipe. C'est vrai qu'à l'époque il était très très rond, il était très rondouillet, mais du côté d'Impact en fait il s'est forgé un physique, donc du coup maintenant il est quand même assez baraque. D'ailleurs ça fait plaisir de le voir dans ce physique là, ça lui fait du bien et je trouve encore plus charismatique pour le coup. Et surtout Ethan Page confirme bien qu'il vient de signer du côté d'AEW. Donc voilà, on va voir la suite. Même si c'est vrai que la signature, j'adore Ethan Page, attention, mais la signature me donne pas forcément envie, tout simplement parce que à ce moment-là, vraiment à l'entrée d'Ethan Page, je me dis, putain, ça commence à faire beaucoup de monde hein, du côté de AEW. Hein. Il me semble que sur Twitter, quelqu'un m'a répondu d'ailleurs sur ce tweet, je me dis, putain, ça fait beaucoup de monde sur ce parcours. Et je regarde en direct, hein, vraiment avec vous, voilà, la personne, je remercie Flox, Thomas, de son prénom apparemment, qui m'a confirmé qu'ils sont au total 88 catcheurs. 88 catcheurs, femmes compris, et il me précise bien. Et on est, je rappelle, sur AEW avec un seul show hebdomadaire qui dure 1h30, même si on a le show qui est diffusé sur YouTube, le show Dark, qui est surtout pour les mecs qui n'ont pas forcément d'exposition. 88 catcheurs, 88 talents signés, ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Donc à ce moment-là, je me dis, il faudra peut-être penser à faire peut-être un deuxième show, un truc important, ou peut-être prévoir autre chose, parce que là, ça fait quand même beaucoup de monde. Hein. Voilà. Bon, outre ça, le match en lui-même, on va en parler bien sûr. Le match en lui-même est très très bon, ça s'enchaîne super bien, et même je me suis étonné à me dire, pendant cet affrontement, je me suis dit, putain, ça me rappelle les anciens matchs du côté de WWE, les anciens très très bons ladder matchs, même les anciens Money in the Bank, les premiers shows Money in the Bank du côté de WWE, ou en tout cas les premiers matchs, plus que les premiers shows, parce que maintenant c'est devenu un show, mais à l'époque c'était juste une stipulation, un match. Ça me rappelle beaucoup ça, et je trouvais ça très cool. Le fait que d'ailleurs qu'il n'y a que 6 catcheurs, je trouve ça beaucoup plus plaisant, parce que je sais que maintenant la WWE en fait 8, maintenant il me semble, hein, dans les Money in the Bank. Même, je rappelle qu'à une époque on était sur 10 catcheurs dans le Money in the Bank, ça fait beaucoup.
Alors que là, je trouve qu'avec 6 catcheurs, ça s'enchaîne super bien. Tout le monde a un temps d'exposition. Gros coup de cœur pour Max Caster, comme je l'ai dit, hein, le rappeur, qui a fait une super prestation. C'était super cool. Et Ethan Page, malheureusement, malgré ses débuts, il n'a pas pu forcément aussi nous montrer tout ce qu'il peut faire. Parce que bon, c'est pas forcément la stipulation où tu présentes le meilleur que tu fais sur un ring, hein, parce que c'est pas forcément la chose. Hein. Je rappelle que le but du match de l'échelle, c'est de décrocher ce qui est situé au-dessus du ring. Là, il me semble que c'était un anneau pour confirmer le fait que tu deviens challenger numéro 1 au titre TNT. Mais voilà, Scorpio Sky qui, je sais, fait beaucoup débat sur Twitter et sur d'autres chaînes YouTube. Je fais coucou à mes collègues qui font aussi des critiques. Mais moi, Scorpio Sky, je l'apprécie beaucoup. Le fait qu'effectivement, il commence à être assez âgé, donc on n'est pas forcément sur quelqu'un avec qui on doit s'imaginer passer encore beaucoup plus d'années, même si j'avoue qu'il est présenté beaucoup comme un underdog, comme un mec qui a beaucoup de potentiel mais qui n'est pas encore mis en avant. Mais je rappelle que le mec a presque 40 ans maintenant, donc il faudrait peut-être soit commencer à vite faire quelque chose avec lui, soit peut-être présenter la chose d'une autre façon. Parce que c'est vrai qu'à son âge-là, ça commence à être un petit peu plus âgé, même si je sais que maintenant, beaucoup de catcheurs catchent encore 40 ans passés. Mais voilà. Tous les catcheurs, du coup, ont réussi à avoir quand même leur moment qui les met en avant. Ça, c'était super cool. Le fait qu'il soit 6 a forcément aidé, j'imagine. C'était super cool. Et bien sûr, vous le voyez venir, hein, bien sûr, le point négatif du combat, en tout cas pour moi, c'est Cody Rhodes, qui, vous le savez, bien sûr j'ai fait une petite présentation hein, quand je l'ai présenté un petit peu en me moquant de lui, mais Cody a dû encore faire une fois son Cody, il est tombé à l'extérieur, il s'est pris un Canadian Destroyer directement sur l'échelle à l'extérieur, donc prise où tu tombes directement de tout ton corps sur la tête, directement à l'extérieur, en plus là sur une échelle, alors là je vous imagine pas le dégât que ça peut se faire, et du coup forcément voilà, il a fait le blessé, les médecins sont venus, son coach Arn Anderson est venu aussi pour lui dire attends merde qu'est-ce qui se passe, ils l'ont ramené, ils ont commencé à le ramener dans les vestiaires, et d'ailleurs il est resté bien 3-4 minutes hein, sur la rampe d'entrée, pour qu'il soit encore dans le champ de caméra, pour qu'on le voit encore, avant de finalement partir, puis finalement de revenir en sortant sa ceinture et en frappant tout le monde avec sa ceinture. C'est pas joli, mais c'est autorisé. Je pense que je vais en faire des t-shirts d'ailleurs. C'est pas joli, mais c'est autorisé. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire hein, si ça vous intéresse ce genre de t-shirt. Je vous dis voilà, il y a des youtubeurs qui font un petit peu de l'argent sur des t-shirts assez immondes, donc pourquoi pas moi. C'était gratuit. Donc voilà, Cody qui revient, qui frappe tout le monde un petit peu comme un méchant d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié ça, mais forcément Cody, voilà, il a dû attirer l'attention. Il était blessé sur le côté, mais on le voyait quand même dans la caméra. Il est revenu pour attaquer tout le monde et voilà, il a un petit peu repris l'avantage, même si ça n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, c'est le genre de choses qui me fait malheureusement pas aimer Cody. Donc j'ai hâte, parce que là je suis quasiment convaincu qu'il va finir par devenir heel, pas devenir méchant. Donc j'ai hâte surtout de le voir en heel, parce que je pense qu'à ce moment-là, je tolérerais plus la chose où je me dirais, oui, il veut se mettre en avant. Oui, c'est le vice-président de la compagnie, donc effectivement, c'est peut-être justifié par le fait qu'il soit vice-président de se mettre en avant parce qu'il est méchant, alors que là, il est censé être gentil. Donc c'est vraiment, j'ai plus de mal. À noter dans le combat d'ailleurs, l'intervention de Jake Roberts, la légende, hein, Jake the Snake Roberts, qui est le manager de Lance Archer, bien sûr, qui est venu sur le ring pour foutre un coup de la corde à linge directement sur Ethan Page alors qu'il avait pris l'avantage sur son poulain. J'ai trouvé ça très très cool aussi. Il y a eu un botch effectivement du Cody Cutter, donc du saut de la troisième corde qui vient récupérer la tête en arrivant au sol, de Pentagon Junior qui a totalement foiré. Ça, je pense que tout le monde l'a vu, malheureusement la production n'a pas réussi à passer outre. On a même eu un replay sur le raté, donc ça c'est un petit peu bête, mais pourquoi pas. Mais voilà, et puis du coup on a atteint la fin du combat facilement, classiquement. Scorpio Sky a réussi à prendre l'avantage et à décrocher cet anneau de Sonic, certains m'ont dit, ou cet anneau du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est devenu le Challenger des Anneaux apparemment. Et du coup Scorpio Sky qui gagne cette opportunité pour aller affronter Darby Allin, qu'on va retrouver juste après, dans le combat d'après, parce qu'il est lui aussi présent lors de ce show. Pour affronter du coup le champion pour le titre TNT. Donc du coup voilà, je sais que c'est pas forcément le choix le plus, je vais pas dire logique, mais en tout cas le plus pertinent, parce qu'on avait envie de voir d'autres choses. On sait que Darby Allin, je vais en parler après bien sûr de lui, mais Darby Allin c'est quelqu'un qui a un poids léger, il a un poids très très léger même, c'est un poids plume on pourrait dire, qui s'en prend plein la gueule, et c'est surtout pour ça qu'on l'apprécie. Alors forcément en face on a envie de voir soit quelqu'un de très violent, soit quelqu'un
de très monstrueux, donc c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à voir un Lance Archer, qui est un mec très violent, hein, c'est son personnage, c'est le mec de 2 mètres bagarreur qui se bat dans la rue, méga violent. Ou alors pourquoi pas Pentagon Junior, qui est un mec qui s'est fait connaître quand même par des matchs où il finissait la tête en sang, notamment la Lucha Underground, la feu Lucha Underground, j'ai envie de donner de l'amour pour cette promotion qui n'existe plus encore. Voilà, mais bon, forcément, je m'attendais à quelqu'un d'autre, donc Scorpio Sky, ça m'a pas déçu, mais je me suis dit, bon, il y avait peut-être autre chose à faire, mais voilà, Scorpio Sky, on sait que c'est un projet AEW. Il a été mis un petit peu de côté ces derniers temps, parce que j'imagine qu'on n'avait pas forcément le programme pour lui, ou pour le mettre en avant, donc on a préféré le mettre de côté totalement. Ce que je peux comprendre, et ce que je trouve d'ailleurs très intelligent pour le coup. Mais voilà, Scorpio Sky, je pense honnêtement pas qu'il va décrocher la ceinture, enfin qu'il va en tout cas battre Darby Allin pour la ceinture, parce que ce serait pour moi trop tôt. Mais on peut faire en tout cas un match très très intéressant si on se focalise sur le dynamisme des deux catcheurs, donc de Darby Allin et de Scorpio Sky, et surtout sur la performance sur le ring. Parce que c'est surtout sur ça, je pense, où les deux peuvent faire la différence assez facilement. Voilà, pour ce match-là, qui était quand même un très très bon match, hein. Franchement, c'était très très cool. On a la fameuse arrivée de la légende de la personne type Hall of Fame qui a enfin signé du côté d'AEW. Il y a eu des rumeurs, bien sûr. Certains disaient CM Punk, certains disaient Brock Lesnar, d'autres encore disaient The Rock. J'en ai vu, oui, effectivement. Moi, personnellement, je misais sur ma grand-mère. Mais non, ce n'était aucune de ces personnes. C'était Christian du côté de WWE, l'ancien partenaire d'Edge, l'ancien champion intercontinental, j'en passe et des meilleurs. Je sais que certains crieraient si je disais qu'il était juste connu grâce à Edge, c'est pas le cas. Il a d'ailleurs un très très bon run, en tout cas une très bonne carrière du côté de TNA Impact à l'époque. C'était l'une des top stars, hein, du côté de TNA Impact à l'époque. C'était une très très bonne période. Ensuite, il a décidé de revenir du côté de WWE pour être dans le 3e show de l'époque, qui était ECW. Et puis finalement, derrière, il n'a pas fait grand-chose en dehors de sa rivalité, qui est pour moi l'une des meilleures rivalités de tous les temps. La rivalité avec Randy Orton en 2011 pour la ceinture de champion du monde poids lourd, où Christian, je rappelle un petit peu le contexte pour le coup, parce qu'on parle de Christian quand même, qui n'est pas rien du tout. Christian qui était à l'époque du coup revenu pour aider son pote Edge, pour affronter Alberto Del Rio à l'époque, qui était accompagné de je ne sais plus comment il s'appelait, le Brodus Clay, voilà. Voilà, et du coup, Edge avait battu Alberto Del Rio à WrestleMania 27, maintenant ça fait 10 ans, putain c'est incroyable, ça fait 10 ans, pour conserver sa ceinture de champion du monde poids lourd, et tout simplement 5 jours ou 6 jours après, lors du SmackDown du coup du show juste après WrestleMania, Edge a porté sa finisher, son spear, sur Brodus Clay à l'extérieur, et à ce moment-là il s'est brisé la nuque, donc forcément arrêt de carrière, il a dû laisser sa ceinture de champion du monde poids lourd. C'était un moment très triste. Heureusement pour nous, 9 ans après, il est revenu pour notre plus grand plaisir. Pour certains, pas vraiment pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Mais voilà, en tout cas, c'était à peu près ça. Et surtout, dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que Edge a donné une opportunité à son meilleur ami, Christian, pour affronter Alberto Del Rio pour la ceinture de champion du monde poids lourd, et que c'était Christian qui l'avait décroché, parce que c'était un match de l'échelle. Comme quoi, on en revient finalement, voilà, tout se lie. Tout se lit dans nos esprits. Mais voilà, Christian avait gagné contre Alberto Del Rio, était devenu champion du monde poids lourd, et malheureusement pour lui, encore une fois 5 jours après, Randy Orton a voulu un match pour le titre de champion du monde poids lourd, qu'il a gagné. Donc du coup, Christian était resté officiellement 5 jours champion du monde poids lourd, ce qui était considéré comme sa première réelle prise de titre de champion du monde tout court, parce que CW c'était un petit peu bizarre, hein, c'était un petit peu un show bâtard. Et voilà, du coup, pendant tout cet été 2011, on est suivi une rivalité entre Christian et Randy Orton. Premièrement avec Christian qui était gentil et qui voulait juste un match revanche pour reprendre sa ceinture, pourquoi pas. Un match qu'il n'avait pas réussi à remporter, puis finalement il devient de plus en plus chiant, embêtant, voire littéralement méchant, jusqu'à réussir à remporter la ceinture grâce à une petite fourberie. Et puis finalement, la rivalité a continué jusqu'à quelques mois après, que c'était une très très bonne rivalité. Même si malheureusement Christian n'en est pas ressorti le plus grand. Voilà, ensuite Christian a fait quelques années un petit peu dans le milieu de carte, jusqu'à finalement sa blessure en 2014 il me semble, qui a écarté des rings jusqu'à maintenant janvier 2021, où il est revenu lors du Royal Rumble, avec son ami d'ailleurs Edge, comme quoi la boucle est bouclée.
Et finalement, il a rien fait de plus du côté de WWE depuis janvier, puisqu'il vient de signer avec AEW. Donc du coup, on a officiellement Christian Cage du côté de WWE, du côté de AEW, lapsus révélateur, excusez-moi. Ça m'a fait très très plaisir, et surtout ce qui m'a fait très très plaisir, c'est que je l'ai reconnu dès les premières notes de la musique, tout simplement parce que c'est un remix de la musique qu'il avait du côté de TNA. Et pour ceux qui le savent, sur la chaîne, je suis un très grand fan de TNA, d'Impact, un peu moins, ça commence à être un petit peu bizarre ces derniers temps, mais en tout cas je suis un très très grand fan d'Impact. Donc forcément, dès les premières notes, je me suis dit, putain c'est Christian, trop cool. Voilà, apparemment il vient de signer un contrat pour être catcheur à plein temps, donc il veut vraiment catcher, reprendre le catch, affronter des mecs. Donc ça peut être très très intéressant, ça ajoute également du star power. Il faut quand même l'avouer, Christian c'est quand même un gros nom, même si malheureusement on l'a pas eu pendant des années maintenant. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite, et surtout j'ai hâte de voir ce qu'il peut proposer du côté de AEW, parce que pour le coup je trouve que son personnage, et en tout cas ce qu'il représente, est plus en adéquation avec AEW. C'est vrai que je suis un petit peu biaisé par le fait qu'il ait fait une grosse partie de sa carrière du côté de TNA, que j'ai vraiment apprécié ce moment-là de sa carrière. Mais voilà, moi, la seule déception que j'aurais, qui est même pas une déception par rapport à la signature, c'est que j'aurais réellement envie de voir, que j'avais en tout cas réellement envie de voir, le match entre Christian et du coup Big E, qui est le champion intercontinental, tout simplement parce qu'en 2014, quand Christian s'est blessé, c'était juste avant, justement, d'avoir ce match pour le titre intercontinental qui était, à l'époque, le champion, c'était Big E. Et du coup, maintenant en 2021, c'est Big E le champion, une nouvelle fois. Et du coup, j'aurais au moins aimé avoir ce combat-là pour au moins se dire, Christian a fait quand même le dernier match qu'il devait avoir du côté de WWE avant de passer à autre chose. Mais bon, ça c'est qu'un détail, c'est un petit peu parce que je pinaille. Voilà, j'adore pinailler, voilà, je suis français, n'oubliez pas. Les Français adorent pinailler. On passe à l'avant-dernier match, qui est un match coup de cœur. C'est un match réellement coup de cœur. Un match cinématographique. Voilà, je sais que ça fait un petit peu débat, ou voire beaucoup débat dans la communauté du catch. Pas forcément ce match-là, mais le concept de match cinématique, donc du coup les matchs qui sont tournés en amont, qui sont montés également un petit peu comme un court-métrage ou des choses comme ça, mais toujours dans la perspective du catch. Mais moi je l'ai beaucoup apprécié celui-ci, d'ailleurs je sais que beaucoup de gens l'ont beaucoup apprécié. C'était du coup un match street fight, donc un match de rue, entre Darby Allin et Sting. Darby Allin qui est le champion TNT, Sting qui est la légende des années 90, qui vient lui également de faire ses débuts du côté d'AEW il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, qui s'allie à Darby Allin, parce qu'ils sont un petit peu similaires dans la chose. Darby Allin c'est un petit peu le nouveau Sting, le Sting des années 90, qu'on aimait tant, et Darby Allin c'est un petit peu la suite logique du personnage, mais de nos jours. Donc l'association forcément fait beaucoup sens, c'est très très cool. Et en face on a la team Taz qui est le manager, le commentateur également d'AEW Dark, et qui est un petit peu le bad guy, qui du coup a des jeunes catcheurs, ou des vieux d'ailleurs, pas forcément que des jeunes, sous son aile, et qui essaie un petit peu de mettre en avant et étant un petit peu agressif. Donc, du coup c'était Brian Cage et Ricky Stark du coup qui l'affrontaient dans ce street fight. C'était Darby Allin et Sting du coup contre Brian Cage et Ricky Stark. Match très très cool, il y a eu du montage, effectivement, ça je pense qu'on l'a tous vu, mais j'ai vraiment adoré ce qui se passe, déjà parce que l'association Sting-Darby Allin a une alchimie incroyable. Franchement, c'est rare, je trouve, d'avoir des catcheurs qui se sont jamais vus comme ça, qui ont jamais travaillé ensemble, avoir une telle alchimie. C'est assez fou. Et surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est toute l'ambiance qu'on a autour de ce match. Donc le fait que ça soit dans une sorte de grand bâtiment désaffecté, où on a mis un ring un peu sale au milieu, que tout soit cassé, on voit les murs en pierre et tout, c'était très très cool. Je sais qu'il y a des gens qui, voilà, à Londres, payent très très cher pour avoir ce genre d'immeuble, mais là on préfère faire des combats à l'intérieur, c'était très très cool. Surtout ce que j'ai apprécié, moi qui suis fan de cinéma, c'est tout l'aspect filmique. C'était très très bien foutu, tout ce qui était filmique, les caméras étaient bien gérées, la luminosité était bien gérée, les mouvements de caméra étaient super bien gérés. J'ai en tête un magnifique plan en drone où on est à côté du ring, du coup entre Sting et Ricky Starks qui sont en train de se battre sur le ring, et à ce moment-là on a la caméra drone du coup, qui directement prend de la vitesse et va jusqu'au bout de l'immeuble où sont en train de se battre Brian Cage et Darby Allin. Donc je trouvais ça super cool, c'était très très bien fait. Encore une fois, comme j'ai dit, moi qui suis fan de cinéma, j'ai vraiment beaucoup apprécié, parce qu'on respecte aussi le matériel qui est le cinématique, ou le fameux fusil de Tchekhov, pour ceux qui savent de quoi je parle. Vous le voyez venir, c'est Sting qui arrive avec sa batte et qui finalement la jette au deuxième étage pour dire en mode j'ai pas besoin de ma batte pour te défoncer.
Et cet élément-là sera utilisé plus tard dans le match, et ça c'était super cool. Donc voilà, on a également Brian Cage qui défonce Darby Allin de l'autre côté, qui d'ailleurs, assez marrant, le porte directement, voilà, il le porte sur ses épaules et en montant les escaliers, ça c'était une image assez incroyable, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Forcément, Darby Allin pèse 65 kg et Brian Cage en fait 120 que de muscles, donc forcément, la confrontation, je trouve, est très très cool. D'ailleurs, je trouve que ça passe très bien. Donc voilà, je ne vais pas forcément récaper le match truc par truc, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà, le moment fort, moi, qui m'a fait un petit peu grincer des dents, pas parce que c'est mal fait, mais parce que justement c'est très très bien fait, de telle façon, et d'ailleurs j'ai eu très très peur, c'est le fait que dans le match, à un moment, Willie Hobbs, du coup, qui est aussi un homme de main de Taz, vient aider ses deux comparses pour défoncer Sting et bien sûr Darby Allin. Et du coup, Brian Cage et Will Hobbs, pour ceux qui ont vu le combat, vous savez de quoi je parle, les deux le prennent par les bras et par les jambes et le jettent à travers une vitre, littéralement une vitre, voilà, il passe à travers la vitre, Darby Allin passe à travers la vitre, se faisant jeter littéralement de tout son corps, et ensuite la vitre retombe sur sa gueule, et alors là je me suis dit putain, ça c'est d'une violence, c'est assez fou, et j'ai apprécié, voilà, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié, c'est très très cool. Et du coup, la fin du match, on a Brian Cage qui est situé entre deux estrades, entre le vide. Voilà, il y a un vide entre deux chemins avec des planches dessus, il est situé dessus. Et Darby Allin qui, à ce moment-là, au deuxième étage, saute depuis le deuxième étage directement sur Brian Cage à l'extérieur, qui fait que la planche se casse et qui tombe encore plus dans le vide. Et là, c'était magique. Voilà, c'était magique. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. J'adore ça. Et puis finalement, Sting réussit à prendre l'avantage sur le ring, sur Ricky Starks, jusqu'à porter son Scorpion Death Drop et faire le compte de 3 pour remporter la victoire. Et je trouvais ça très très cool. Voilà, pour de vrai, c'est vraiment un match que je conseille aux gens, pas forcément fans de catch, mais qui ont quand même envie de voir du catch. Ne serait-ce que si vous aimez les choses filmées avec une ambiance, c'était super cool. J'ai eu une ambiance, je sais que là, si, si le Reaper m'écoute, il va foncer aller voir ce match-là. Mais j'ai une ambiance Punisher. Voilà, j'ai une ambiance de la série Punisher Netflix. Vraiment cette ambiance super sombre du combat, pas forcément bien chorégraphié, mais intense. Voilà, et j'ai trouvé ça, mais super bien fait. Donc franchement, foncez. Voilà, foncez. Si vous aimez pas forcément le catch, si vous écoutez cette vidéo, que le catch en lui-même ne vous intéresse pas plus que ça, mais surtout une bonne histoire racontée et surtout quelque chose d'assez cru, on va dire, dans la façon d'être fait. Je pense que ça peut vraiment vous plaire et pour le coup vous pouvez vous dire vraiment putain, les mecs présents ici sont super cool, j'ai envie d'en voir plus et pourquoi pas même vous donner envie de voir le programme d'AEW par la suite. Et ça ce serait super cool, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour vous donner envie, vous qui êtes pas forcément fan de catch, donner envie de regarder du catch, et pour même les gens qui sont fans de catch, un petit peu partager mon avis, mais voilà, c'était vraiment super cool. Voilà, j'ai pas parlé de la batte du coup, mais la batte du coup qui était au deuxième étage a été renvoyée à la fin par Darby Allin directement à Sting qui était du coup descendu au premier étage pour qu'il reprenne l'avantage sur tous les méchants avant bien sûr le saut dans le vide et tout ça. Voilà, très très bon match vraiment. C'est pas forcément facile de noter ce genre de combat parce que c'était filmé en amont. Il y a eu quelques coupes, même s'il y en a pas eu tant que ça, mais il y a eu quelques coupes, ça se voit. Donc forcément, je peux pas forcément noter ça comme un match de catch classique, ou en tout cas un match de catch avec stipulation. Mais voilà. On s'attaque au main event, le dernier match de la soirée, le combat pour la ceinture suprême d'AEW, le champion du monde, Kenny Omega, toujours accompagné de sa main invisible, Don Callis, celui qui avait tout prévu depuis la naissance même de Kenny Omega, qui affronte Jon Moxley pour la ceinture toujours, dans un match avec une stipulation très rare, j'ai envie de dire. C'est le Barbed Wire Deathmatch Exploding. Donc, je vais essayer de parler français pour ceux qui ne maîtrisent pas toute la langue de Shakespeare. C'est tout simplement un match avec des barbelés. Normalement, les cordes du ring sont remplacées par des barbelés. Là, les barbelés étaient entourés autour des cordes, ce que je trouve d'ailleurs un petit peu plus sadique pour le coup. La petite stipulation, c'est que certes, c'est un match très extrême parce qu'il y a des barbelés, il y a d'ailleurs aussi des panneaux en bois qui sont avec des barbelés directement sur le ring, et quelques armes aussi, des chaises avec des barbelés, on adore les barbelés vraiment, mais la petite stipulation, la petite chose chouette qu'on apprécie dans la stipulation, c'est tout simplement que
et ben ça explose, ça explose. Donc dès que une personne rentre en contact avec les cordes, ou en tout cas est projetée dans les cordes, bam, explosion. Il y a aussi des explosions extérieures, mais ça on en reviendra après. Mais voilà, c'était quand même un match très très cool. J'ai vraiment pas envie de vous spoiler ou de vous raconter vraiment ce qui s'est passé dans le match, parce que pour le coup c'est vraiment un très très bon match. Donc je vous invite à aller voir ce combat-là si vraiment ça vous dit. Le match dure certes longtemps, mais on est quand même sur un main event pour la ceinture de champion du monde. Donc forcément, il faut quand même que ça prenne son temps, surtout que l'histoire racontée entre les deux est quand même une histoire très très bien racontée depuis des mois. Donc pour le coup, voilà, on donne quand même le temps à ce qu'il doit prendre le temps. Mais voilà, beaucoup d'explosions. On a également eu à l'extérieur Jon Moxley qui d'ailleurs s'ouvre le crâne assez rapidement dans le match. Kenny Omega qui lui s'ouvre le crâne aussi à l'extérieur en tombant d'ailleurs directement la tête la première dans les barbelés. Voilà, c'était un match super super cool. Le coup d'ailleurs à la fin de la batte de baseball qui explose directement au visage de Jon Moxley, c'était impressionnant à voir. On voit clairement que les explosifs sont pas là pour faire mal, c'est surtout pour donner de l'importance au truc, mais c'est quand même bien joué. Mais bien sûr, je vais revenir sur ce qui fait débat, parce qu'on est là aussi pour ça. Je sais que beaucoup de gens écoutent la vidéo encore jusqu'ici pour parler de ça. C'est la fin, la fin de ce combat-là. Je l'ai pas du tout dit, donc du coup je le dis. La chose c'était qu'à la fin de ce combat-là, il y avait un chronomètre. Donc à la fin du chronomètre, le ring exploserait. Voilà, le ring exploserait littéralement. Quelle que soit la décision, s'il n'y avait pas de vainqueur, tant pis, ça aurait explosé quand même. Donc du coup voilà, Kenny Omega qui a réussi à remporter la victoire avec une petite aide des amis Doug Gallows et Karl Anderson bien sûr, qui sont les champions du côté d'Impact, et aussi les potes du coup de Kenny Omega dans l'histoire. Il a réussi à remporter la victoire sur Jon Moxley, à célébrer bien sûr, et puis ensuite il fait quoi? Et ben, il l'attache avec des menottes directement dans le dos, et il le laisse pour mort, et il se dit putain merde, il y a le chronomètre, vite on se casse, voilà, et on a à ce moment-là on a Eddie Kingston. Eddie Kingston, je vous en avais pas parlé parce que on l'a pas vu du tout dans le show et qui n'était pas présent dans le show, donc ceux qui le connaissent pas, ça va être une découverte. Pour ceux qui savent de qui je parle, bah bravo. Mais du coup, Eddie Kingston, c'est parce qu'avant Jon Moxley était champion AEW, ça aussi je l'ai pas noté, avant que Kenny Omega triche pour remporter la ceinture et fasse du coup officiellement son heel turn, donc du coup devienne méchant. Jon Moxley était le champion depuis pas mal de temps déjà, et Eddie Kingston avait été l'un de ses challengers. Qui avait d'ailleurs donné du fil à retordre à Jon Moxley parce qu'ils se connaissent depuis très longtemps, parce que Jon Moxley est quand même un vieux briscard du circuit indépendant nord-américain, et deux s'étaient connus à l'époque en faisant des matchs un petit peu cool entre les deux. Eddie Kingston maintenant du coup, qui était du côté d'AEW, est devenu challenger pour le titre de Jon Moxley. Les deux sont affrontés également dans des matchs un petit peu extrêmes, pas aussi extrêmes que celui qu'on a aujourd'hui, mais aussi quand même assez extrême. Et du coup, il y a une sorte de respect aussi, d'amitié qui s'est renforcé. J'allais dire qui s'est créé, mais non, qui s'est renforcé après ça. Et du coup, Eddie Kingston est venu, alors qu'il n'est pas censé être gentil, je le rappelle, c'est aussi ça la chose intéressante. Il n'est pas censé être gentil, et du coup, dans l'histoire, il est venu pour sauver son pote Jon Moxley de l'explosion. Et du coup, qu'est-ce qu'il se fait? Il se met sur le corps de Jon Moxley pour qu'il se prenne pas l'explosion. Malheureusement, malheureusement pour nous, l'explosion n'a pas marché. L'explosion n'a pas marché, donc on a eu, pour le coup, un pétard mouillé, on pourrait le dire, littéralement un pet foireux. Je sais que ma conjointe Megan avait envie que je le place, donc du coup je le place. Un gros pet, un gros prout, voilà, ça a fait l'effet d'un prout, tout simplement parce que ça n'a pas explosé. Ça n'a pas explosé parce que ils sont foirés, la production s'est foirée. Donc du coup ça n'a pas explosé, mais Eddie Kingston, qui dans l'histoire était censé sauver son ami Jon Moxley, s'est quand même évanoui. Donc du coup on a eu l'évanouissement de Eddie Kingston, alors que le ring n'a clairement pas explosé, que tout le monde l'a vu. C'était même pas comme si on pouvait croire que... Non, c'est vraiment que là on a vu que ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà, gros moment de malaise pour ma part. Je sais que les fans même qui étaient présents dans l'arène de la W ont hué ce moment-là. Bon malheureusement c'est une erreur qui peut arriver. Mais le truc, c'est que c'est censé être le final du show. Donc forcément, quand tu rates ta sortie, difficile de récupérer derrière. Mais voilà, donc du coup, un gros foirage. Malheureusement, le fait que, d'ailleurs, Jon Moxley, ça s'est pas passé directement dans le show, mais vraiment après. Ils l'ont diffusé sur les réseaux sociaux, où Jon Moxley se réveille après, prend le micro. Et d'ailleurs, bon, à ce moment-là, il y a les arbitres et les officiels qui sont venus aider Kingston et Jon Moxley. Après cette explosion qui n'a pas marché, mais voilà, ils sont quand même venus les aider pour voir comment ça allait. Et Jon Moxley prend le micro, forcément fatigué après cet affrontement, et dit bon apparemment Kenny Omega il sait même pas faire des explosifs, parce que dans l'histoire c'était Kenny Omega qui avait construit tous les artifices du ring. Donc du coup voilà, Jon Moxley a très très bien récupéré la chose en disant Kenny Omega, même pour faire ça il est nul.
Donc voilà, on renforce encore je trouve en tout cas que c'était une bonne solution pour revenir sur le truc. Malheureusement, Eddie Kingston, lui, il a pas sauté dedans, donc du coup, il continue à vendre le truc comme si le ring venait d'exploser, alors que c'est pas le cas. Et c'est très dommage. Je sais que également Tony Khan sur les réseaux sociaux a confirmé le fait que c'était Kenny Omega qui avait foiré son truc. Voilà, en soi, ça peut être une bonne explication et ça peut en plus renforcer, je trouve, le personnage de Kenny Omega et le truc. Mais, et surtout justifier le foirage. Mais le truc, c'est qu'Eddie Kingston a continué à vendre. Donc Eddie Kingston, je trouve ça d'ailleurs assez hallucinant que quelqu'un avec autant d'expérience, parce qu'Eddie Kingston, c'est quand même lui aussi un vieux briscard du circuit indépendant nord-américain. Je trouve ça incroyable qu'Eddie Kingston n'ait pas saisi l'opportunité pour essayer genre de se remettre comme s'il se sentait pas bien à cause de la fumée, pourquoi pas, et revenir à son état. Là non, vraiment, il a continué à vendre comme s'il était à moitié mort, quoi, comme s'il était évanoui. Et je trouve ça dommage, parce qu'Eddie Kingston passe pour un con, alors que pour le coup, c'est pas sa faute, mais voilà, il a pas réussi à ressaisir le moment pour essayer de moins passer pour un con, on va dire. Voilà, en gros, c'était le foirage total, et comme j'ai dit, hein, quand tu rates la fin, c'est plus compliqué. Voilà, c'était une grosse critique sur AEW Revolution, j'ai fait un peu plus d'une heure de vidéo. Pour finir un petit peu, après cette heure maintenant qu'on vient de passer, le show était un très très bon show. Vraiment, j'ai apprécié tout le truc du A à Z. Certes, la fin est ratée, mais honnêtement, tous les matchs sont super bons. Le Hikaru Shida contre... j'ai perdu son nom, excusez-moi. Contre le Ryo Mizunami est certes pas incroyable, mais est quand même très très correct. Et honnêtement, je trouve que tous les matchs sont... on passe du très correct à super bon, quoi. Donc vraiment, c'est une soirée que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié regarder. Des matchs que j'ai beaucoup apprécié regarder. Et surtout, j'ai l'impression qu'on m'a présenté un pay-per-view avec une histoire cohérente, une histoire qui avance. Et je trouve ça très très cool en fait. Je trouve ça très très cool. C'est dans ces moments-là où franchement, je peux le dire, je suis fan d'AEW. Voilà, clairement. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez apprécié du pay-per-view. N'hésitez pas également à me dire en commentaire à des moments dans la vidéo peut-être où je me suis foiré, où j'ai dit pourquoi pas des bêtises d'après vous. Mais n'hésitez pas à me le dire, en tout cas c'est avec le partage qu'on progresse tous. N'hésitez pas, si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, ce qui motiverait peut-être à faire plus de vidéos, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à partager surtout, ça c'est surtout pour moi le plus important, à partager votre avis en commentaire, quel qu'il soit, que ce soit positif ou négatif, pour qu'on puisse en discuter. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit, @lataloche pour la chaîne et @taophilpw pour mon Twitter un petit peu plus personnel où je parle de catch. Mais voilà, toujours dans la bienveillance, n'hésitez pas. Et on se donne rendez-vous très très bientôt. Je pense que le prochain show sera sans doute WrestleMania. Hein. Voilà, parce que Fastlane m'intéresse pas trop. Mais peut-être que le prochain gros show dont je parlerai, ce sera peut-être WrestleMania. Ou pourquoi pas NWA, si les nouveaux shows qui vont arriver en cette fin de mois de mars sont bons. Pourquoi pas en parler sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez envie de voir plus de vidéos et des vidéos sur NWA. Pourquoi pas en commentaire. Bisous, on se dit à plus. Allez, ciao.